Salut à tous, c'est Pank de la chaîne. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. On est sur la deuxième partie pour cette semaine, toujours avec Damien Pasco. On a énormément avancé sur le cours. On n'a exactement rien lu. Non, je crois qu'on a fait un record là. Parce que j'ai dit on va parler de commerce et affaires. Et après, j'ai même pas lu les trois premiers mots. Donc, je crois que la précédente vidéo, on n'a même pas avancé d'un mot. On n'a rien fait. Juste parler du thème. Voilà. Donc, commerce et affaires. Le but, c'est pas de couvrir beaucoup de textes quand même. Le but, c'est d'extraire des idées, comparer. Oui, voilà. Le but aussi, c'est toujours la même chose. Hein, c'est avoir de l'histoire sur la méthode, comprendre un petit peu les fonctionnements. C'est toujours intéressant pour nous en tant que diplômés. Alors après, toujours, non. Moi, je suis le type de personne qui adore savoir l'histoire de mes systèmes. J'aime comprendre qui l'a créé, pourquoi ou quand, comment. Ça me permet j'ai une impression de mieux appréhender l'intention qu'il y a derrière. Après, qu'importe ce que je fais du produit final qu'on m'a offert, hein, que j'ai étudié, mais j'aime bien savoir c'était quoi la direction qu'avait pris le fondateur, pourquoi il l'a fait, c'était quoi sa motivation. Ça me permet parfois de mieux appréhender une technique, ce qui est attendu. Aujourd'hui, on est dans un monde où la synthèse est devenue quelque chose de normal et avec les IA, c'est encore plus flagrant. Les gens ne lisent plus les textes, ils vont demander à l'IA de faire une synthèse du texte. Donc, ils lisent moins les auteurs, ils lisent et je peux comprendre, hein, je ne suis pas du tout sur une critique là-dessus. C'est juste que ce que je trouve intéressant dans la notion quand on va étudier les auteurs, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils sont allés dans cette direction-là. Parce que ça peut nous faire... parfois, aujourd'hui, dans notre monde de synthèse, tu vois, je reprends moi beaucoup, en ce moment, je suis beaucoup sur Leslie Lecron. Donc, Leslie Lecron, je vous rappelle, il a été professeur de José Silva en hypnose. Et Leslie Lecron, pour ceux qui font de l'hypnose, c'est celui qui a créé les gestes idéomoteurs. C'est celui qui a créé, dans son bouquin Self-Hypnotisme en 64, il avait, donc 64, hein, c'était intéressant les dates aussi, il avait créé le travail avec le pendule en auto-hypnose. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé les gestes idéomoteurs de réponse oui, non, etc. etc. Il a créé plein de choses. Il a créé notamment, on avait travaillé avec lui dessus, on vous a fait 2-3 semaines dessus, sur les causes possibles des problématiques psychiques qui m'avaient pour moi fait écho à ce que José partageait de son côté avec ses 3 règles de base. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à recommencer à te dire, mais attends, qui est-ce qui a créé les gestes idéomoteurs? Pourquoi il l'a fait? C'était quoi l'objectif? En fait, c'est différent de dire installez simplement un geste idéomoteur et vous aurez une réponse du subconscient. Parce que nous, ce qu'on va peut-être apprendre en 20 minutes en classe à poser un geste idéomoteur oui-non à notre partenaire de séance, le Cron, lui, il a écrit 5 bouquins dessus. C'est le truc qu'il a mis en avant pendant toute sa carrière. Et du coup, c'est pas juste oui-non et c'est pas juste ça. C'est toute une structure de pensée, un raisonnement qui fait qu'il en est arrivé à se dire les gestes idéomoteurs, c'est utile dans la thérapie. Et c'est ça, moi, que j'aime bien, c'est se dire, OK, en fait, on est arrivé à un oui-non un jour et à peu près tout le monde qui fait de l'hypnose connaît les gestes idéomoteurs, mais quasiment personne sait qui l'a créé, pourquoi, c'était quoi le but, est-ce que c'était la même forme qu'on avait au départ, etc. etc. C'est pour ça que je trouve que remonter de plus en plus aux sources, comprendre ou avoir la chance de rencontrer des plus anciens, on a eu la chance avec Ed, avec Laura, etc., ça nous donne l'opportunité de mieux comprendre dans quoi s'est développée la méthode Silva, quel était l'état d'esprit de la méthode. Et là, on voit avec cette conférence de 72, on voit à quel point le José de l'époque, ce n'est pas le José des années 90. Tout à fait, oui. Il n'est plus dans le même modèle, il cherche pas les mêmes, il n'est plus dans la recherche, il est dans le partage, il est dans la diffusion. Alors qu'au départ, on sent qu'il a des modèles de pensée, des logiques. On revient sur ce qu'on vous disait la semaine dernière avec les canaux, etc., qu'il n'a pas conservé de la même façon, qu'il a modifié, qu'il a reproposé autrement. Alors, donc commerce et affaires. On est reparti. L'intention au cœur du succès.
le succès matériel est présenté comme une conséquence d'une intention sincère d'aider à résoudre le problème de cette planète. On peut obtenir tout ce dont on a besoin à condition que le désir soit authentique. On revient sur un élément et qui parfois, dans le monde du business et des affaires, peut paraître un peu étonnant. Surtout quand on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques et que notre société, surtout avec Internet, développe de plus en plus les arnaques. De plus en plus, je ne sais pas, mais a plus de facilité à le faire. Et avec l'IA qui arrive, ça va être encore pire. Ce qui est intéressant, c'est que pour lui, il est vraiment dans cette notion de se dire que c'est associé à une intention sincère de résoudre des problèmes de cette planète. Alors, c'est amusant parce que c'est un espèce de matérialisme spirituel. Dire, je peux avoir un gros business de n'importe quoi, tant que ce que je vais faire peut aider des gens. C'est intéressant. Donc, l'intention, et pour les Silva, ça peut être une des idées. Posez-vous toujours la question de quand vous êtes en train de créer quelque chose, ou de désirer quelque chose, ou de mettre dans votre miroir de l'esprit, dans votre laboratoire, l'objectif que vous voulez atteindre, posez-vous la question, à qui ça peut aussi apporter du bon, ce que je suis en train de mettre en place. Et dans le business, se dire, je sais pas, je veux vendre des donuts et j'imagine des gens qui sont contents de manger des donuts avec leur café, et bah ça aide les gens qui aiment les donuts à manger du café. Et parfois, il ne faut pas aller chercher trop loin, hein. Les donuts ne vont pas changer le monde non plus, hein. Voire même ça peut changer, mais pas forcément avec quelques kilos en plus. On peut obtenir tout ce dont on a besoin, donc à condition que le désir soit authentique. C'est intéressant cette notion d'authenticité du désir. Parce qu'on pourrait se dire tout désir est authentique, sauf que est-ce que tout désir est réellement authentique au moment où la personne le veut? Parfois, c'est juste je veux gagner quelque chose. Et il n'y a pas quelque chose, c'est plus circonstanciel que profond. C'est mon voisin a réussi ça, je désire la même chose que ça, alors que la réalité du désir authentique serait plutôt d'aller chercher qu'est-ce que je veux réellement à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui est bon après dans la création. Donc, la recherche, faites peut-être un distinguo, je ne sais pas si dans la méthode, tu l'as entendu ou ça a été fait, mais est-ce qu'il y a un distinguo entre le désir authentique et le désir, entre guillemets, pulsionnel? J'ai envie de ça, j'ai envie d'un steak frites versus j'ai envie de nourrir ma famille de quelque chose de bien, tu vois. Est-ce que tu as entendu cette différence, toi, dans la méthode, hein, entre désir authentique et désir, on pourrait appeler pulsionnel? Pas tellement, mais c'est vrai que ça revient régulièrement dans le cours. Hein. On revient toujours à, par exemple, chaque fois qu'on fait un exercice d'imagination, on a fait des points de référence, on termine toujours en disant tout ce qu'il faut faire justement pour exploiter cette situation, c'est d'avoir un désir sincère de résoudre des problèmes. Et ça se répète et ça se répète. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire un désir insincère de résoudre un problème? C'est peut-être, comme tu dis, les gens qui ont un désir assez égoïste, mais même là, je me rappelle un interview avec José, c'était dans un des newsletters où on disait, mais j'ai quand même le droit de programmer quelque chose de vie pour moi-même. Et José dit, mais oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, et il disait effectivement, mais si j'ai mal au dos, je vais programmer que moi, je n'ai plus mal au dos. Mais comment c'est résoudre un problème pour les autres? Et puis, il dit, mais si, justement, tu vois ce problème dans le contexte aussi de bien-être des autres et tu visualises ça aussi, tu vas multiplier la puissance de ta programmation. Donc, si tu as mal au dos, ça t'empêche, par exemple, d'aider ta femme quand elle fait du shopping parce qu'il ne peut plus porter des sacs. Et puis, tu ne peux pas jouer avec tes enfants à football, tu ne peux pas aller faire les promenades dans les bois, etc. Et la famille adore ça. Donc, visualise, tu es guéri, ton dos va très bien et tu es en train de faire ces activités avec la famille. Et là, ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, oui, c'est vrai. Parce qu'on croit que, bon, moi, j'ai mal, moi, je souffre, moi, je veux quelque chose de bien pour moi, mais en fait, on ne vit pas tout seul. Et tout ce qui est bien pour nous, on peut aussi aider les autres à être plus heureux, plus réussis, etc. Parce que nous, on va bien. Bien sûr. Bah, y a quelque chose, si vous connaissez un petit peu les personnes malades qui ne vont pas bien, nous, en accompagnement, on a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. Et on pourrait dire, bah oui, mais là, il pense qu'à lui, il veut aller mieux. Bah oui, mais s'il va mieux,
Pensez bien à une personne qui ne va pas bien. On va prendre l'exemple de la douleur du dos parce qu'elle est très juste. Une personne qui a mal, veuille ou non, elle sera moins sympa. Elle sera plus énervée, elle s'agacera très rapidement. En fait, tout va être dur parce que nous, on ne se rend pas compte. Parce qu'en plus, hormis si la personne boite ou si on peut visuellement voir quelque chose, mais c'est en général alors j'exagère le mot, mais des handicaps éphémères peut-être, mais invisibles. Donc ça ne se voit pas. Donc on ne comprend pas que X, il a mal, alors que peut-être il a mal au dos depuis 3 semaines et qu'il ne dort plus, ou qu'il a mal aux dents depuis X temps et qu'il ne se plaint pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se plaint pas que indirectement, tout le monde ne va pas ressentir « Oh, il est énervé en ce moment, il n'est pas sympa, ah, je lui ai demandé de faire ça, il ne m'a pas aidé, etc. » Alors que quand quelqu'un se sent mieux, surtout encore plus quand il y a eu cette période pas cool, en général, la personne, quand elle commence à remarcher, à pouvoir faire ce qu'elle veut, elle va être beaucoup plus détendue et tout le monde va ressentir du bien-être. D'ailleurs, elle sera peut-être plus souriant, plus avenant, plus dans l'aide, comme vient de le donner comme exemple Lee. Donc, effectivement, c'est important. C'est penser toujours, c'est quoi les conséquences de ce que je vais faire sur mon entourage. Parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais dans ce cas-là, je ne peux pas, on va prendre le même exemple, je ne peux pas penser à vouloir avoir beaucoup d'argent. Bah si, parce que si tu as beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que tu vas tout garder pour toi. Tu vas peut-être le partager avec des copains, ou tu vas peut-être emmener de la famille en vacances, ou tu vas peut-être acheter une maison à quelqu'un que tu aimes, ou tu vas peut-être, je sais pas, rembourser l'argent que tu dois à des personnes. Des trucs tout bêtes, en fait. Qui sont bien sympas. Et à ce moment-là, le fait que toi, tu aies de l'argent, mais tu as d'autres personnes qui vont être bien. Et ça se trouve, l'argent que tu auras remboursé, ça va aider 5 autres personnes parce que c'est des lois de conséquences et des liens de cause à effet. Donc, c'est hyper intéressant de se dire, tiens, quand je fais quelque chose, comment ça peut impacter le monde? Et mine de rien, votre humeur, votre santé, votre argent, votre mindset, votre état d'esprit, votre façon de fonctionner impacte le monde autour de vous. Vous n'êtes pas autonome. Vous êtes pas quoi? Vous êtes autonome, mais vous n'êtes pas isolé. Tout à fait. Donc, automatiquement, vous avez un impact sur le monde autour de vous et que vous souriez ou vous fassiez la tête, ça ne fait pas du tout le même impact sur le monde que vous avez autour de vous. Technique de vente en alpha. Allez, les vendeurs. Alors, un vendeur peut se programmer pour se réveiller lorsque son client potentiel est en état alpha avant le réveil et lui présenter éventuellement son produit. Ça, pour ceux qui avaient suivi le cours Silva, justement, vente, le cours. Le résumé du cours Silva qu'on vous avait fait avec Lee, on vous en avait parlé de cette technique-là. Donc, ce qui est intéressant, parce que là, je suis en train de percuter, on est en 72. 72, c'est-à-dire que José, 6 ans après officiellement avoir créé le BLS, la série de base, il était déjà avec cette notion de la méthode Silva, elle est polyvalente et elle peut être orientée. Le schéma d'avance, là, on est en cours avancé. Revenez dans la notion. Là, nous, on vous en parle comme si c'était normal parce qu'il y a eu les livres de cours qui sont créés et comme disait Lee en amont, il y avait des personnes qui se sont spécialisées dedans. Mais là, on est en 72, donc 6 ans après officiellement le début de la méthode, et il est déjà en train de dire, bon, la méthode, elle peut aider pour le sport, elle peut aider pour les ventes et le business. Donc, pour lui, la méthode était vraiment, il y a les bases, et après, il y a ces ramifications-là que vous pouvez spécialiser. Donc, 6 ans après, il était déjà. C'est pas un truc qui est venu dans les années 80 ou 90. C'est un truc début des années 70. Il était déjà en train de se dire la méthode peut être utile pour plein de choses. Forensique, aider la justice, etc. etc. Il a pas fait de cours, ce qu'on vous disait la dernière fois. Il n'a pas fait de cours méthode Silva forensique, mais ça va bien dans l'arborescence de pensée que pouvait avoir José. Si le produit est véritablement utile au client, la présentation ultérieure en bêta sera accueillie favorablement, le client ayant l'impression d'avoir déjà pensé à ce besoin. Donc, cette technique-là qui est utilisée en vente, je vous invite aussi à le faire quand vous avez des entretiens d'embauche, quand vous allez à la rencontre de nouvelles personnes et que vous êtes un peu stressé. C'est la communication subjective, dont Lee avait eu une super histoire dont on vous a déjà parlé, où elle était en brouille avec quelqu'un, en tout cas c'était tendu, et grâce à la communication subjective, elle a pu régler ça subjectivement, puis objectivement, sans que ça parte en cacahuète, ce qui est quand même un truc beaucoup plus sympa. Et cette notion-là, elle est cool.
j'ai un entretien, c'est important pour moi, je veux optimiser. On n'est pas en train de dire ça va marcher, ça va tout valider. On est juste en train de dire, faites-vous réveiller par votre subconscient à un moment donné, en pleine nuit, pour être en optimum de communication subjective avec la personne avec qui vous allez avoir entretien. Que vous ayez son visage ou non, N-O-N, ou son nom, si vous avez son nom N-O-M, c'est mieux aussi. Comme ça, vous savez avec qui vous allez avoir un rapport. Et vous imaginez juste vous présenter, mettre en avant quelque chose de bon, de cool, que ce soit alors, on est toujours dans la même chose. Faites en sorte que les éléments que vous proposez subjectivement, comme dans la vie de façon générale, ça soit du win-win. Et pas, c'est que pour moi. Et une fois qu'il sera embauché, qu'il m'aura donné mon chèque de X milliers d'euros, je m'en fous, ou je lui ai vendu tel produit, je m'en fous que le produit ne marche pas parce que j'ai mon argent. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit à gagner. On vient sur désir sincère, on vient sur l'intention positive pour le monde. Et à ce moment-là, vous pouvez tenter de vendre psychiquement, subjectivement les choses. Et après, bien sûr, ça n'enlève pas qu'il va falloir quand même être prêt pour le rendez-vous, mais c'est comme si vous alliez faire un deuxième entretien, indirectement. Votre psyché vous dit, bon, j'ai déjà fait ça, je recommence, mais je me suis déjà préparé, je sais comment je vais y aller, je sais ce que je vais proposer, mettre en avant pour chercher d'optimiser. Et on parle du postulat que cette communication subjective puisse avoir un impact à un moment donné sur la personne qui va vous écouter ou vous recevoir. T'es OK avec ça, Ali? Oui. Donc, n'hésitez pas. C'est une chouette technique. Le seul défaut de la technique, c'est que ça vous fait réveiller au milieu de la nuit. Et qu'il y en a, ils n'aiment pas se réveiller au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Ou tôt le matin. Ou tôt le matin. Il y en a qui aiment pas se lever tôt le matin. Non. Ou elle est en désir alors. Si on ne peut pas se réveiller pendant 5 minutes pour programmer il n'a pas un vrai désir. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais regarde, il y a très souvent, tu peux constater ça chez nous, nous en tant qu'êtres humains. Il y a des moments, on va reprendre ton exemple du dos. Moi, je le vois parfois à l'académie ou je le vois avec des copains. Ils ont une douleur quelque part. Et tu dis, bon, moi, je ne suis pas kiné, mais on a la chance à l'académie d'avoir beaucoup de kinés. Et les kinés disent, tu fais ça, tu fais tel exercice. La personne, elle a mal, elle est en souffrance, et elle est en souffrance depuis un paquet de temps. Et tu sais qu'elle ne prend pas les 5 minutes tous les jours ou 3 fois par jour pour faire leur exercice d'étirement. Le kiné te dit, tu le fais 3 fois. Là, on peut demander à un paquet de copains kinés. Ils vont dire, non, mais attends, les gens reviennent, ils nous disent, ça n'a pas avancé. Tu leur dis, mais est-ce que tu as fait l'exercice tous les jours? Ah, mais non, mais j'avais pas le temps, tu sais. Mais je t'ai demandé de le faire 5 minutes. Oui, mais j'ai pas le temps. Et pourtant, dans l'idée, si la personne revient chez le kiné, si la personne donc prend du temps pour prendre un rendez-vous, pour se déplacer, pour y aller, pour rencontrer le kiné, pour faire les exercices avec le kiné, bon, après, il y a d'autres choses à voir derrière, mais tu te dis, bon, la personne, elle a un désir. Sauf que tu vois bien que le désir en autonomie, c'est peut-être ça la complexité. Le désir sincère, il devrait peut-être être désir sincère et autonome par moi-même. Et pas par un professeur, pas par un hypnotiseur, pas par quelqu'un. En fait, tout ce que voulait José, c'était éviter que ça soit l'influence de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Voilà, pendant le cours avancé. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent des coachs, attendent des personnes qui disent « do it ». You can do it, you must do it. Fais-le maintenant, fais-le. Et cette notion, pourtant, ils ont un désir de ne plus avoir mal au dos. Réel, ça les saoule. Sauf que 5 minutes. Donc, se réveiller avant le réveil, alors qu'à chaque fois, ils appuient sur snooze. Allez, ça sera dans 10 minutes, ça sera dans 20 minutes. À chaque fois. Se réveiller au milieu de la nuit, oui, mais tu sais, après, j'ai du mal à m'endormir. Oui, mais ton but, c'est de ne plus avoir mal au dos, ou c'est de pouvoir avoir ton entretien, ou c'est d'avoir un boulot, ou c'est d'avoir au moment avec quelqu'un. Eh ben non. Et tu vois, c'est là où on se rend compte qu'on est partitionné. On peut revenir par thérapie, thérapie des parties. On se rend compte à quel point il y a une partie de nous qui est vraiment hyper motive, et l'autre qui dit « Ouais, bon, on fait avec, ça fait déjà quelques semaines que c'est comme ça, c'est pas grave. » Et c'est compliqué. Hein. Et si on est assez motivé quand même pour aller faire le rendez-vous, le voyage, payer l'argent, etc., peut-être il y a pas tellement de désir pour se guérir, mais un désir que quelqu'un s'occupe de nous. Hein, et on n'est pas autonome pendant qu'on s'y va.
tout est basé sur le fait que tu deviens autonome, tu fais pour toi-même. Oui. Là, tu soulignes quelque chose que moi, je trouve hyper important. Je pense que la difficulté, c'est pour ça que l'auto-hypnose, les gens aiment bien au début. Et la méthode SIVA, je pense qu'ils aiment bien, mais en fait, ça les saoule rapidement, ils ne le font plus. Parce que, tu vois, autant, c'est la même chose, en fait, je peux vraiment faire le parallèle entre les deux. Dans la méthode, on est bien d'accord que, je reprends le mot toujours, parce que je trouve qu'il est tellement juste de aide, on est dans du conditionnement. Et le conditionnement, il se fait dans de l'hétéro-hypnose. C'est-à-dire, il y a un opérateur qui est en train de proposer la mise en transe alpha, plus l'ensemble des suggestions, l'émerge. Moi, hormis imaginer, et encore si je ne m'endors pas, mon job à moi, c'est juste me poser, écouter et créer à la base dans ma tête l'ensemble des trucs. Okay. Les cours d'auto-hypnose, c'est exactement la même chose. Au départ, tu dis aux gens, bon, vous allez découvrir une transe. Oui, mais tu ne peux pas leur dire, bon, tu fais de la fixation de regard. Et même si tu leur dis fixation de regard, il y a bien un moment, tu leur dis, OK, là, tu fixes le point, tu sens que ça devient lourd, maintenant, tu fermes les yeux. Ouais, mais je suis en train de l'accompagner, en fait. Je suis en train de faire hypnose pour qu'il apprenne le phénomène hypnotique, etc. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il y a un vrai problème. Quoi, un problème? Il y a cette volonté de plutôt d'être coaché plutôt que d'être autonome. José, on voit que c'était, mais ça va avec sa personnalité. Lui, il a été autonome jeune. Il s'est rendu compte qu'il fallait faire par lui-même et pour lui-même. Et tu vois, c'est pour ça que l'histoire est importante. Il a créé un système où les gens sont autonomes parce que lui, à 6 piges, il devait gagner de l'argent. Parce que lui, à 6 ans, il était en train de s'occuper des chaussures des gens et leur mettre du cirage dessus, etc. On a un gamin qui a été autonome très vite. Et donc, pour lui, sa vision des choses, c'est plus les gens sont autonomes, plus il y a de belles choses qui peuvent se passer. Mais on sait très bien, il y a des gens qui, par nature, tu sais, c'est ce qu'on appelle en métaprogramme référence interne, référence externe. En PNL, ils ont ce qu'ils appellent les métaprogrammes, qui seraient des programmes sur lesquels on serait plus ou moins organisé. Et il y a ceux qui vont être plutôt en référence interne, pardon, qui vont être sur une notion, ce qui m'importe, c'est moi, ce que je pense et ce que je ressens. Et d'autres, c'est ce qui m'importe, c'est ce que les gens pensent et me disent de faire. Et s'ils me disent que c'est bien, je suis bien. S'ils me disent que c'est mal, je suis mal. Alors que la référence interne, tu peux leur dire non, mais il faudrait que tu fasses ça, ça serait mieux. Ouais, c'est ça. Bon, ce que tu fais, c'est nul, ouais, j'en ai rien à faire. Voilà. Et donc, on a ces types de personnalités. Le problème, c'est que je pense qu'à certains moments, la méthode, elle plaît à fond parce que les instructeurs sont sympas, la méthode est cool à faire. En plus, José, et là-dessus, il a été génial. Alors, je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais le fait de dire vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez, pour les références externes, pour ceux qui aiment être coachés, se dire bon, là en ce moment ça va pas bien, je vais à la méthode et je reprends 4 jours, boum, où ça va me booster pendant 2 semaines, 3 semaines ou un mois. C'est génial. Et dans un mois, j'y retourne, ou dans 2 mois, j'y retourne. Et c'est là où on va voir des gens, c'est toujours les mêmes que tu revois. Parce que j'ai besoin de mon petit coaching, Sylvain, à un moment donné. Et cette notion d'autonomie, je pense que tu as complètement raison. Il y en a plein, ils cherchent de l'accompagnement. Ils cherchent à être en lien avec les gens. Et ce n'est pas bien ou mal, hein, c'est juste qu'il faut le savoir en amont, parce que vaut mieux dans ce cas-là dire à la personne, bon, vaut mieux que tu te fasses aider et suivre par quelqu'un, plutôt que de dire tu vas tout faire tout seul, parce que globalement, tu ne vas pas le faire. Ou tu vas le faire un petit peu, et puis après, tu vas dire, oh, mais ça ne marche pas. Tu sais, c'est les fameuses personnes où tu leur donnes en prescription de tâches en hypnose, tu retournes dans le même état. Par exemple, tu lui as fait une induction Hellman, tu lui as fait un ancrage. Tu fais 3 doigts en ancrage, tu lui dis, bon, tu recommences, la même chose. Tu dis, montre-moi que tu peux le faire. Il est en séance post-hypnotique, il te le refait. Tu lui dis, bon, tu bosses ça tous les jours et on se revoit dans 10 jours. 10 jours plus tard, non, mais Pank, ça marche plus. Non, mais c'est pas que ça marche plus, c'est que tu fais en sorte que ça ne marche pas. Mais non, je t'assure, ok, allez, je te dis rien, je te regarde, tu mets tes 3 doigts, tu fermes tes yeux et tu repenses à la séance d'avant. Ouais. Ah si, ça marche. Ah oui, mais il fallait que quelqu'un te regarde ou que tu sois à nouveau en présence d'eux. Donc, c'est pas un problème, hein, c'est juste des personnes qui sont peut-être moins autonomes et d'autres qui sont plus autonomes. Et la méthode, mine de rien, elle l'amène vers de l'autonomie, mais au départ sous une forme de coaching. Donc, en fait, c'est la notion d'indépendance qui est pas évidente. Parce que n'est pas corrigé, on n'est pas félicité. Tu vois, regarde, on fait le 4-0-4, donc 4e jour de la méthode, on fait
les cas. Donc, visualisation subjective, prise d'information, etc. Et Lee, à la fin, qui fait bah, regardez, c'est génial. Mais Lee ou n'importe quel instructeur qui va dire bah, vous avez vu, vous avez réussi à faire ça. En fait, et en plus, après, elle nous donne le diplôme, je vous rappelle, en plus. Donc, on est doublement, on a des strokes dans tous les sens, on a de la reconnaissance dans tous les sens. C'est super kiffant. C'est se dire j'ai fait quelque chose. Mon binôme me dit que ce que je dis est juste. Lee me dit que c'est trop bien. Après, on a remise de diplôme, petite coupe de champagne, et après, on rentre à la maison. Hey, c'est du bonheur à la fin, tu vois. Quand tu es tout seul, tu fais ton cas. Le gars te dit ouais, c'est ça. Et ben voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre stimulation. Hormis si tu te dis ouais, j'y suis arrivé, j'ai un point de référence. Si tu ne te le dis pas, tu dis OK. Et tu vois, je pense que ça, c'est hyper important. Parce qu'il y en a qui ont besoin justement d'être félicités, d'être accompagnés, d'être motivés, d'être stimulés, etc. Et à ce moment-là, bah, ils ne le sont pas. Faudrait faire une méthode Silva pour les non autonomes. Et ça devient le coaching Silva, tu vois. Tu dis aux gens toutes les 3 semaines. Non, n'empêche que, tu vois, c'est ce que je trouve très bien. Et vraiment, j'invite les instructeurs à prendre en exemple Christian. Christian, là-dessus, il fait régulièrement des petits cours online. Donc, Christian Cabaret, hein, pardon. Il était passé sur l'émission. Il fait régulièrement des soirées sur un thème. Et je pense que ça marche relativement bien. Il a du monde. Alors, il n'y a peut-être pas 300 personnes, mais il a du monde qui vient. Et je pense que pour certaines personnes, se dire tous les mois ou toutes les 3 semaines, j'ai un petit rappel, un petit récap, un petit truc, si ça me coûte 10 € ou 15 €, bah pour beaucoup, c'est hyper important. Et je trouve que son idée, elle est très bonne de dire, bah, si vous voulez revoir, même si ce n'est pas l'outil qui préfère les personnes, c'est juste se dire je suis à nouveau dans l'ambiance Silva, je suis à nouveau à revoir des trucs, et ça peut motiver des gens qui sont moins autonomes. Je ne sais pas ce que toi ça. Mais en fait, c'est moi qui l'ai inventé au départ, mais au départ, c'était en présentiel. On avait des soirées à thème. Et je présentais toute une soirée en présentiel sur les rêves ou sur le laboratoire ou sur les conseillers, etc. Et moi, j'adorais ça parce que quand on a enseigné quelque chose depuis tellement longtemps, on a tellement d'informations qu'on veut partager que c'est frustrant de se limiter dans le cours. Et pour moi, c'était le luxe de temps pour partager. Mais les diplômés ont adoré ça. C'était uniquement pour les diplômés. Et puis, bien sûr, en ligne, c'est encore plus facile. Et c'est vrai qu'il y avait une période où Christian et moi-même présentaient ça, mais justement, je suis arrivée à un moment où j'avais trop de choses à faire et Christian le fait très bien, donc je lui ai laissé là. Mais effectivement, je crois que c'est autre chose que simplement avoir des réunions gratuites pour les diplômés. Ça donne vraiment la possibilité un piqûre de rappel, mais en plus, aller plus loin dans le sujet, se connecter avec des gens qui ont exactement le même intérêt dans la même technique. Donc, non, j'adore cette idée. Je crois que c'est très bien. Je suis contente qu'il continue à faire ça. Ouais, donc n'hésitez pas. Hein, régulièrement, Lee, elle vous envoie quand les instructeurs font différentes offres, etc. Là, par exemple, j'ai vu que sur le dernier, je crois que c'est aussi c'est Christian. Un truc que je trouve cool, et on en avait parlé il y a quelques années, puisque maintenant ça fait des années qu'on fait le podcast, c'était il va donner cours sur plusieurs soirées. Donc le cours, il est divisé, je pense, par slot de 2 heures ou 3 heures, et il donne sur X soirées la méthode, comme on peut le voir là avec ce cours-là, où ça a commencé le mercredi, jeudi, vendredi, puis après le samedi, dimanche, toute la journée. Lui, il le fait qu'en soirée. Et je trouve que là encore, on vous en avait déjà un peu parlé, mais c'est une façon d'appréhender la méthode qui est plutôt sympa parce que ça vous laisse le temps de digérer, de tester, d'appréhender des choses, de revenir avec pas mal de questions à la session qui suit, parce que c'est pas du jour au lendemain, mais il vous reste une semaine, ou je sais pas s'il le fait à la semaine ou plusieurs fois ou 2 fois dans la semaine, mais en tout cas, tu reviens avec quelques jours de digestion, entre guillemets, et ça peut apporter des grandes choses vraiment, vraiment intéressantes à ce niveau-là. C'est une autre manière encore d'appréhender la méthode. Et oui, en fait, au départ, je faisais un jour par mois. Et aujourd'hui, on croit que ça doit être les week-ends, mais non. Et moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, mais tu peux décider, tu fais 2 week-ends, ou tu peux faire 4 soirées plus un week-end, ou tu peux faire… Donc, c'est hyper flexible. Et
Non, je trouve que c'est très bien parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les week-ends libres. Et s'ils ont les soirées, c'est parfait. Donc, plus on a des variations, plus justement les gens peuvent choisir ce qui correspond à leurs besoins. C'est bien. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est un bon moyen. Tu sais, quand tu me dis ça, ça me fait penser à Hellman, qui faisait pareil. Tu sais, il passait, en fait, il mettait tous ses dogs dans un motel et après, il disait qu'il faisait tous les soirs un endroit différent. Puis après, alors, il rentrait même pas chez lui, hein, il restait dimanche au motel, il se reposait. Et puis, il recommençait le lundi. Et en fait, il faisait ça pendant 3 ou 4 semaines. Et ils repassaient au même endroit, mais tu vois, ils avaient un jour ou 2 jours, quoi, une ou 2 soirées dans chaque lieu où ils allaient, et ils laissaient une semaine décanter et revenir la semaine qui suit. Et j'ai l'impression que c'était une manière de faire très années 60, 70, 80 aux États-Unis. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui semblaient faire on vient une semaine, on revient la semaine prochaine, on revient la semaine prochaine, etc. Je trouve ça pas mal du tout, hein, comme manière de faire, parce que ça nous permet. Alors, le moins par rapport aux 4 jours, c'est que les 4 jours, on est dedans et on est barré complètement dans l'énergie. Le plus, c'est que on peut prendre un peu de recul et donc revenir avec plein de questions. Il y a plein d'éléments sympas. Eh ben, on a fini du coup. Donc, on a avancé de 3 pages, ok, de 3 mots. 3 pages quand même. Non, que dalle. Non, on a exactement fait 1, 2, 3, 4 lignes. Voilà. Ah, 4 lignes. Ah, oui. OK. C'est pas mal. Non, j'exagère. On a fait alpha aussi. Oui, bon, on n'a pas avancé beaucoup, mais c'est pas grave. Donc, on a fait mieux que tout à l'heure. Donc déjà, on peut se féliciter. On est très bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, sauf que la semaine prochaine, je serai occupée, mais après, on peut recommencer. Oui. Vous nous retrouvez dans 2 semaines. Je vous rappelle que le tour de la star du rock and roll, Méthode Sylva, s'arrête en mai. Donc, vous avez encore des lives online, bien sûr, mais vous avez des lives en présentiel en mars, avril, mai. En France, elle a un tour incroyable et on vous invite à vous inscrire. C'est les derniers moments, elle va enseigner. N'hésitez pas à vous inscrire tôt parce que même si Sonia tente toujours de faire au mieux pour la salle, s'il y a du monde, il y a du monde et qu'au bout d'un moment, il y aura automatiquement des refus. N'hésitez pas à vous inscrire rapidement sur le tour d'adieu de Dame Lipasco sur Voilà, vous pouvez avoir tout sur. Ah, il y aura pas le risque que 3 ans après, je fais un autre cours d'adieu comme les rockstars. On va revenir d'Australie comme ça. Où tu feras venir les gens en Australie. C'est ça les stars au bout d'un moment, tu vois. C'est pas toi qui bouge, c'est eux qui viennent. Yes, donc n'hésitez pas à aller voir ethnovision.net ou la méthode sylva.fr.ch.be si vous voulez des infos sur les systèmes. Et je te remercie, Lee. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. À très vite. Ciao. À très vite. Ciao.